les femmes se sont emparées d'Octobre Rose. Tout le monde sait quasiment ce que c'est qu'Octobre Rose. Mais point de vue efficacité, on n'a pas changé, puisqu'il y a qu'une femme sur deux. Qui sont les femmes qui sont concernées par le dépistage du cancer du sein? C'est toutes les femmes âgées entre 50 et 74 ans. On leur envoie une invitation pour faire une mammographie. Si elle le fait... AVS avec Philippe Robichon. AVS, c'est pour votre santé et on prend soin de votre santé tous les jours entre midi et 13h sur Beurre FM. J'ai invité aujourd'hui le docteur Ahmed Benhamouda. Bonjour et bienvenue. Bonjour Philippe. Médecin cancérologue, coordinateur de l'action Emma. Alors Emma comme le prénom. Oui. Ouais. Emma, c'est qui? Emma, c'est un nom qu'ils ont donné à la femme la plus populaire de Normandie, Emma de Bovary. Voilà, tout simplement. Ça, Emma. Ouais. Mais il n'y a plus Emma depuis le 1er janvier 2019. Ben oui, parce après, que... c'est passé CRCDC Normandie. Ouais. Il y a eu fusion de toutes les associations départementales en une région, ça s'appelle CRCDC Normandie. Voilà, et donc c'était les actions, donc coordination de dépistage du cancer du sein en Normandie. Exactement. Bon, c'est le mois c'est le mois du cancer du sein, Octobre Rose. Alors, Octobre Rose, c'est le mois international de mobilisation contre le cancer du sein. C'est-à-dire, pendant ce mois, on essaie de parler tout ce qui est autour du cancer du sein. On essaie de parler de ce que peut ramener la prévention, le dépistage. On parle des avancées thérapeutiques. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ne veulent pas se faire dépister parce qu'elles ont peur des traitements, elles ont peur. Donc on les informe, comme quoi si on est diagnostiqué très tôt, il y a 90% de guérison si la tumeur est de moins de 1 cm. Donc il faut informer pour rassurer les femmes et que les femmes se fassent dépister. Après, on parle aussi des avancées thérapeutiques, point de vue chimiothérapie, radiothérapie, point de vue immunothérapie, tous les traitements, les avancées thérapeutiques. Et ça marche, puisque c'est... Moi, j'ai vraiment l'impression de tous les cancers que c'est le cancer dont on parle le plus. Le cancer colorectal, ça fait beaucoup moins de bruit. Bien sûr, et c'est dommage parce qu'il n'y a que 3 sur 10 hommes et femmes qui font le dépistage, sachant qu'il y a la moitié des femmes qui font le dépistage du cancer du sein ne font pas le côlon. Donc il y a un manque d'informations, il nous faut un Octobre Rose pour le cancer colorectal. Alors c'est le mois de mars, hein, c'est le mois de mars pour le cancer colorectal. C'est Mars bleu. Je crois que c'est Mars bleu. Oui. On a Octobre Rose. Non mais tout ça pour dire que finalement les femmes se sont emparées d'Octobre Rose. Hein, donc il y a énormément de bruit autour de cet événement. Tout le monde sait quasiment ce que c'est qu'Octobre Rose. Tant mieux, mais point de vue efficacité, on n'a pas changé puisqu'il y a qu'une femme sur deux. C'est ça que j'allais vous dire. Mais c'est quand même le grand échec du dépistage organisé. Exactement. Il n'y a qu'une femme sur deux. Il y a 40, alors en France entière, on est à 46-47%. Chez nous, on est à 56-57%. Mais il reste quand même une femme sur deux qui ne le font pas. Alors, une femme sur deux invitée. Invitée, bien sûr. Invitée dans le cadre du dépistage national. Alors, on va rappeler qui sont les femmes qui sont concernées par le dépistage du cancer du sein. C'est toutes les femmes âgées entre 50 et 74 ans. On leur envoie une invitation pour aller voir un radiologue, pour faire cabinet de radio, pour faire une mammographie. Si elle le fait, c'est rendez-vous dans 2 ans. Si elle ne le fait pas, on lui envoie une relance 1. Et après, si elle ne le fait pas, une relance 2. Pendant une campagne, une femme, elle reçoit 3 invitations. Une invitation, une relance 1, une relance 2. Est-ce qu'il faut obligatoirement se faire dépister pendant le mois d'octobre? Non, c'est toute l'année. Voilà, donc c'est le mois de sensibilisation, c'est octobre, mais vous avez toute l'année pour prendre un rendez-vous chez le radiologue. Ouais. Et c'est vrai, parce que... en octobre, on a vu qu'il y a une explosion, c'est-à-dire les cabinets sont pleins, les femmes demandent à se faire dépister, etc. On voit par exemple octobre, novembre, décembre, on fait plein. Alors, en quoi ça consiste, le dépistage du cancer du sein? Quels sont les examens qui sont pratiqués? Alors, l'examen le plus reconnu, le validé mondialement, c'est la mammographie. La mammographie, c'est quoi? C'est une photographie des seins. Elle permet de détecter des tumeurs de petite taille, alors que la femme ne sent rien du tout, aucune boule, elle ne sent rien du tout, et on va détecter des cancers. C'est-à-dire, si on prend 1000 femmes qui sont chez elles travaillent, à la cuisine, à la maison, etc., elles n'ont aucun signe clinique, et on va leur demander de faire une mammographie, on va trouver 8 cancers, 8 sur 1000. Alors, il y a beaucoup d'idées reçues, peut-être des fake news, comme on dit aujourd'hui, des fausses rumeurs concernant cette mammographie. La principale cause qui revient, en tout cas chez les femmes qui ne vont pas faire de mammographie, c'est que ça fait mal. Alors,
j'ai beaucoup écouté les femmes. C'est vrai, on a fait beaucoup de progrès déjà. Avant, c'est vrai, ça faisait un tout petit peu mal. Maintenant, ça fait un peu moins mal parce qu'ils ont fait des progrès. La mammographie a fait des progrès au point de vue imagerie et au point de vue aussi prise en charge. Maintenant, après, ça dépend de la sensibilité des gens. C'est un peu gênant, ça pique, mais ça dure très, en quelques secondes. Tac. Et puis après, le temps qu'on prenne un flash de rayon, et puis ça part. C'est gênant, mais on a fait, si par exemple la femme, elle est bien reçue par une manipulatrice radio, elle est gentille avec elle se chauffe les mains, etc., elle discute avec elle et elle pose, et puis elle lui dit, voilà, tac, on va faire la mammographie, vous allez avoir un tout petit peu mal, on l'informe, elles le prennent bien. Après, il y a le risque d'exposition aux rayons. Bien sûr, il y a ce qu'on appelle les cancers radio-induits, mais c'est très peu. C'est très peu. C'est très peu, et même moi, je ne sais pas. Les gens qui, par exemple, les enfants qui ont eu un cancer quand ils étaient jeunes, ils ont fait beaucoup de rayons. Là, à ce moment-là, oui. Mais pour les mammographies, entre 50 et 74 ans, ça veut dire qu'il y a 24 ans, 12 mammos. Parce que c'est quoi? C'est tous les 2 ans, tous les 2 ans, ouais. Tous les 2 ans. Très peu de cancer radio-induit. Donc ça aussi, ça fait partie des fausses nouvelles, des fausses... Bien sûr. Des fausses... Ouais, mais comment dirais-je, l'intérêt et le bénéfice, il est tellement énorme par rapport au risque d'avoir un cancer radio-induit qu'il faut le faire. Alors il y a des femmes qui se sentent pas concernées, pourtant qui sont dans la tranche d'âge, mais parce que elles estiment qu'elles n'ont pas de facteur de risque, pas d'antécédents familiaux, qu'elles ne sont pas en surpoids, qu'elles sont sportives, qu'elles mangent bien, et elles se disent finalement, moi, pourquoi j'irais faire une mammographie puisque je suis pas concerné? Ça concerne tout le monde. Nous, on a eu beaucoup de femmes qui me le disent justement le contraire. Moi, j'ai pas fumé, j'ai bien mangé, j'ai toujours été, je faisais du sport, etc. Et quand même, je l'ai eu. Donc voilà, personne n'est à l'abri de... La seule chose à dire aux femmes, c'est que une tumeur de moins de 1 cm qui est détectée par mammographie, c'est 90% de guérison. C'est énorme comme information. J'ai entendu dernièrement une grande cancérologue, elle a dit, toute ma carrière, hôpital universitaire, j'ai travaillé de la recherche, etc., la meilleure trouvaille de la médecine, c'est le dépistage. C'est le meilleur bénéfice-risque. C'est-à-dire que c'est lui qui rend le plus service aux femmes. 90% de guérison, c'est énorme. C'était pas l'évolution des traitements, les nouvelles Bien sûr, on a fait des progrès. L'immunothérapies. Qui est-ce qui te donne 90% de guérison? Aucun traitement. Les autres, ils donnent des rémissions, ils donnent des réponses complètes, des réponses partielles, etc. Mais la meilleure, ne pas laisser la maladie progresser. Et pour ne pas laisser la maladie progresser, il faut la chercher à l'état embryonnaire, et ça est grâce à la mammographie. Alors je vais vous poser une question bête, mais est-ce que les femmes qui portent des prothèses mammaires sont concernées par le dépistage et la mammographie? Bien sûr, une femme entre 50 et 74 ans, quel que soit, elle doit être surveillée. Et d'autant plus si elle a une prothèse, certainement elle a un médecin donc qui la surveille, et peut-être qu'il va les surveiller plus que les autres. Le problème des femmes qui ont des prothèses, etc., la seule chose, il y a un élément extérieur, et quand il y a un élément extérieur, il peut masquer l'imagerie ou fausser l'image. Donc on les surveille un peu plus que les autres, avec des examens cliniques et peut-être une mammographie tous les ans, au lieu de tous les 2 ans. Parce que tous les 2 ans, c'est pour les femmes qui n'ont rien. Aucun risque, rien du tout. Mais les femmes qui ont des problèmes, etc., c'est tous les ans. Et elles vont voir avec leur médecin généraliste ou leur radiologue. Il va les surveiller un peu plus. Et surtout les femmes qui ont des prothèses, peut-être que la prothèse, elle peut cacher ou elle peut causer des problèmes au radiologue. Donc il va la surveiller un peu plus, soit par alterner, par exemple, mammo-écho ou IRM. Ou, c'est le médecin et le radiologue qui va juger et l'examen opportun. Mais elles sont donc concernées. Bien les sûr, femmes bien qui sûr. portent des prothèses mammaires sont concernées par la mammographie. Alors les femmes qui n'ont aucun risque, c'est tous les 2 ans. Et les femmes qui ont des risques, risque familial ou risque personnel, ou comme vous dites, elle a eu une prothèse, etc., bien sûr, elles sont surveillées un peu plus que les autres.
Alors, la spécificité de ce dépistage organisé, c'est ce qu'on appelle la double lecture. Ah oui. Ce que n'a pas le dépistage, par exemple, si on va chez son médecin et qu'on demande une mammographie, il n'y a pas la double lecture. Il n'y a pas de double lecture. Ouais. Alors justement, le dépistage organisé, premièrement, alors c'est très très important, les machines, elles sont contrôlées tous les 6 mois. Les radiologues qui font des mammographies, ils contrôlent leurs machines tous les 6 mois. Contrôle pour avoir l'irradiation, pour avoir la qualité de l'image, etc. Ils sont formés. Non seulement c'est des professionnels qui sont diplômés, mais en plus ils font une formation spécifique pour le dépistage. Leur personnel justement est formé justement pour éviter le problème d'avoir mal. Justement, il y a une petite formation pour comment discuter avec la dame, etc., pour qu'elle ait moins mal. Et puis après, surtout, il y a la deuxième lecture. Et vous savez qu'un radiologue, quand il sait qu'il y a une deuxième lecture, déjà, il va se concentrer sur la lecture de l'image en première lecture. Mais c'est quoi l'intérêt justement de cette double lecture ? Parce qu'il y a à peu près 10% des cancers qui sont détectés en deuxième lecture, que le premier lecteur n'a pas vu. Combien ? 10% à peu près. Ah oui. Nous, par exemple, en Seine-Maritime, on détecte à peu près 420 cancers et il y a une quinzaine de cancers qui sont détectés en deuxième lecture. Alors, deuxième lecture, ça ne veut pas dire obligatoirement que le premier n'a pas vu. Soit il n'a pas jugé, que c'était... Soit elle est apparue c'est ce qu'on appelle les cancers de l'intervalle. Entre 2 mammographies, les cancers de l'intervalle. Qui arrivent dans les 2 ans, en fait. Dans les 2 ans. Ouais. Dans les 2 ans, c'est pour ça... Mais c'est quoi ? Ce sont des cancers fulgurants ? Non, pas obligatoirement. Soit l'imagerie, elle n'était pas vraiment... Parce que c'est dur, quand même. Sur, par exemple, 1000 mammographies, il y a 910, 920... où il n'y a aucun problème, il y a 80 ou 90 où il dit il y a à peu près une dizaine. C'est quoi ? Il y a un doute. Il y a un doute. L'image n'est pas claire. Elle a des caractéristiques de la normalité, mais il voit qu'il y a quelque chose. Donc c'est pour ça qu'il va lui donner un rendez-vous dans 3 mois ou 4 mois ou 6 mois pour voir l'évolution de l'image et pour pouvoir prendre une décision, dire il y a ou il n'y a pas. Parce que quand il dit qu'il y a quelque chose, il faut être sûr. Voilà, j'ai le docteur Ahmed Benhamouda qui est avec nous. Vous êtes venu de Rouen ce matin, Seine-Maritime en force sur Beurre FM. On parle de cette campagne d'Octobre Rose avec ce mois de sensibilisation où on parle beaucoup de cancer du sein, qu'on parle beaucoup de dépistage. Alors cette année, la thématique 2024, quelle est-elle ? Prends tes seins en main. Prends tes seins en main, c'est prends ta santé en main. C'est ça que ça veut dire. Après, ils ont rajouté des seins parce que, c'est vrai, il faut trouver un titre accrocheur, qui plaît. Oui, mais aussi... Prends ta santé en main. C'est pour sensibiliser à l'autopalpation. Bien sûr, bien sûr. Alors, il y a premièrement, je continue. Le premier examen, c'est la mammographie. La mammographie, elle permet de détecter 90% des cancers. Mammo plus examen clinique, échographie, 100% des cancers. Donc, on propose aux femmes un dépistage qui va détecter 100% des cancers. Donc après, c'est vrai, la mammographie, on l'a fait tous les 2 ans. Mais la mammographie, elle permet de dire le jour J, le jour de la mammographie, s'il y a, on va prendre une photo des seins et on va dire s'il y a ou il n'y a rien. Mais entre 2 ans, notre corps ou le corps de la femme, il évolue. Il peut y avoir une apparition d'une petite tumeur, etc., etc. C'est pour ça qu'on demande aux femmes de s'autopalper, d'apprendre à s'autopalper, surtout apprendre à connaître son corps et ses seins. Comme ça, quand la femme connaît bien ses seins, s'il y a la moindre apparition de quelque chose, elle va tout de suite voir son médecin pour déclencher des examens, etc. Alors, il y a eu des cas comme ça, des femmes qui, ce qu'on appelle les cancers de l'intervalle, où il n'y avait rien le jour J, et 6 mois après, la femme, elle sent une petite boule, quelque chose qui la gêne, etc. Et elle va voir son médecin, et on détecte les cancers de l'intervalle. Et la boule, dans ces cas-là, elle se situe à quel niveau ? Au niveau de tout le sein et même au niveau des aires ganglionnaires et à côté des seins. Dès qu'il y a quelque chose, c'est pour ça qu'on demande aux femmes de bien connaître leur sein et leur corps. Comme ça, s'il y a la moindre modification, elles vont consulter leur médecin et c'est le médecin qui va voir s'il faut aller plus loin ou non. La palpation des seins, c'est quelle fréquence ?
il ne faut pas être aussi, après une douche, tous les 2 mois, 3 mois, une autopalpation, mais une fois moi, je voyais les recommandations, c'était une fois par mois, au moins entre 25 et 50 ans. Par an, une fois par an. La palpation ? Oui, une fois par an par le médecin. Ah non, par le médecin. Par le médecin. Mais non, mais l'autopalpation. Il n'y a pas de recommandation. Recommandation entre non, et il ne faut pas aussi stresser les femmes. Je devais avoir un dossier de presse un peu ambitieux. Oui, non. Docteur Benabouda. Sinon, les femmes, avant de stresser, avant tout le temps, cool. On n'est pas là pour stresser les femmes. Mais moi, je me demande si ce mois, c'est pas un mois qui stresse les femmes, en fait, le mois d'octobre. Si, certaines, oui. Certaines, oui. Moi, je le vois dans les marchés. Les femmes qui font la mammographie, ils viennent tout de suite me voir. Ah, docteur, j'ai fait mon mammo, etc. Je suis contente. Et les femmes qui fuient, c'est des femmes qui sont stressées. Et certainement, on les stresse plus avec le octobre rose, certainement. Les femmes qui ont déjà eu un cancer sont exclues de la campagne de dépistage nationale ? Parce qu'elles sont surveillées. Elles sont normalement surveillées par le médecin. Et normalement, tous les ans, elles sont surveillées. Par contre, il y a certaines qui ne sont pas surveillées. Donc on leur demande de se rapprocher de la structure de gestion ou de leur assurance maladie pour qu'elle leur donne le bon d'examen. C'est-à-dire que une femme qui aurait entre 50 et 74 ans qui n'aurait pas reçu son invitation, par exemple, ça ne serait pas normal. C'est pas normal. Sauf si elle était exclue, c'est-à-dire les exclusions, c'est les femmes qui ont un cancer, qui ont un problème. Normalement, elles sont supposées être suivies par le médecin. Mais si elles ne sont pas suivies par le médecin, elles se rapprochent de l'assurance maladie pour avoir une invitation. Voilà, parce que ça s'est perdu, ou voilà, c'est une invitation qui n'est pas arrivée. Bien sûr. Donc ça, c'est important de le dire. Comment ça se passe et comment on est informé des résultats ? Par exemple, s'il y a rien, on est informé Bien sûr, s'il y a rien, la femme, elle reçoit au bout de 3-4 semaines sa mammographie avec le double compte rendu du premier radiologue et du deuxième radiologue, comme quoi il n'y a rien. Et s'il y a quelque chose... Alors c'est un langage compréhensible, parce que parfois les comptes rendus de radio, c'est pas toujours... Non, c'est très compréhensible, oui. Elles le savent. Et s'il y a un problème, c'est le radiologue qui va appeler sa patiente pour faire des examens complémentaires, pour faire soit une échographie, soit un agrandissement, soit une macrobiopsie, ou il l'envoie chez le chirurgien pour faire une biopsie ou une ponction. Donc ça, c'est le cursus traditionnel. Alors sur 1000, il y a 90 qui sont positifs, on appelle positif. Il y a négatif, c'est 910, ils sont négatifs, il n'y a rien, rendez-vous dans 2 ans. Et puis il y a 90, on va les demander des examens complémentaires. Et après les examens complémentaires, ils vont aller encore plus loin s'il y a rien ou il y a quelque chose. C'est forcément par courrier qu'on vous répond, même si vous avez quelque chose. Les deux. Quand il y a quelque chose, c'est le radiologue qui va appeler sa patiente. C'est le radiologue. C'est pas, nous on renvoie plus tard pour ne pas stresser, parce que c'est le radiologue, il a l'habitude, il sait sa patiente, c'est à lui de... D'ailleurs, quand c'est positif, la deuxième lecture, on envoie le dossier au premier radiologue en lui disant, voilà, le deuxième radiologue n'est pas d'accord avec vous, il y a quelque chose, il faut... réexaminer, il faut rappeler votre patiente pour lui faire des examens complémentaires. Et c'est au premier radiologue de faire son travail. Une femme, et plus d'une femme sur 2 qui ne se fait pas dépister, alors comment expliquer ce chiffre qui est relativement faible ? Il y a beaucoup de... C'est-à-dire, selon mon expérience, je vois chaque personne a ses raisons. Mais il y a des raisons qui sont... La première raison, c'est la peur. La peur, il y a la peur de la mammo, la peur du diagnostic, des fois peur de payer. Alors on les informe, on les rassure comme quoi c'est pris en charge 100% par la sécurité sociale. Ça, cette peur, il faut l'enlever. Ça, c'est dans le cadre donc, du dépistage organisé. Si vous allez chez votre médecin généraliste et que vous demandez une mammo, c'est pris en charge aussi à 100% 70%. Non, 70%. Donc c'est la mutuelle qui paye le complément. D'accord. Et si c'est l'assurance maladie qui vous envoie le bon de prise en charge, c'est à 100% pris en charge par la Sécu. Mais c'est vrai que voilà, beaucoup pensent que c'est payant. Oui, non, pas beaucoup, très peu. Donc il y a la peur. La première, c'est la peur faire avancer, la peur du résultat, la peur de mammographie et la peur d'avoir un cancer. Voilà, ça c'est la première. Après, il y a, par exemple, chez nous, au niveau du milieu rural, elles n'ont pas le temps, elles ne sont pas informées. Jusqu'à maintenant, il y a des femmes qui croient qu'on ne s'en sort pas avec un cancer.
Jusqu'à maintenant, il y en a. Je trouve des femmes qui croient qu'on ne s'en sort pas. Moi, j'ai eu une histoire d'une femme, parce que son frère a eu un cancer du poumon qui est décédé devant elle, elle croit que cancer, c'est fini. Donc, que ça ne se soigne pas, en fait. Que ça ne se soigne pas. Ouais. Alors que ce n'est pas vrai, on peut le soigner. 90% d'irisant moins de 1 cm, c'est extraordinaire, c'est le fruit de la recherche, justement. Il y a la peur, il y a ceux qui n'ont pas les moyens, ils s'occupent de leurs enfants, beaucoup d'enfants, etc. Voilà. Alors, une petite information à Philippe, par exemple, j'ai fait des statistiques et j'ai vu que, par exemple, MGEN, c'est les enseignants. La mutuelle des enseignants. Ouais, oui. 90% de participation. Comme quoi, c'est les gens qui sont informés. Ce n'est pas les gens qui sont à l'aise ou qui sont pauvres. Non, c'est les gens qui sont informés de l'intérêt du dépistage qui participent au dépistage. C'est très important, ça. Et chez les autres, alors, à part la MGEN vous avez des statistiques qui s'arrêtent aux enseignants, non, en fait. Non, parce que j'ai remarqué ça. Est-ce qu'à la MSA, par exemple, chez... Ah oui, la MSA, c'est faible. Un peu faible. Est-ce que chez la MSA... La MSA, c'est faible. Parce que le milieu rural... Chez les notaires, à la CRCPEM... j'ai pas vu ça. J'ai pas regardé. Non, j'ai vu, par exemple, la MSA, et ils participent moins parce que c'est le milieu rural, etc., manque d'informations. Peut-être qu'ils disent que c'est loin du cabinet de radio. L'éloignement, ce n'est pas une raison, parce qu'il y a des aides. Il y a des aides de la mairie, des aides du département et des aides à se rapprocher. À la MGP, chez les policiers, ils y vont beaucoup ou pas? Je ne sais pas ça. Alors, une petite information, par exemple, chez nous à Rouen, une grande ville, pour avoir un rendez-vous, il faut 2 mois, 3 mois, et rendez-vous dans un cabinet en milieu rural, c'est tout de suite. Oui. Alors, on parle d'inégalité, mais les gens n'y vont pas, en fait. Ils ne vont pas. Ouais. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour changer ça fait les mentalités? Ça fait plus que 20 ans qu'on travaille et j'aimerais bien trouver la baguette magique pour chercher ces femmes-là qui ne font pas. Il y a beaucoup d'idées reçues qui circulent sur le cancer du sein. Alors déjà, sur l'augmentation du nombre de cancers du sein, que disent les chiffres? Alors les chiffres, selon l'INVS ou SPF France, qui sont, au niveau qui sont publiés au niveau de l'INCa, les 10 dernières années, ils ont suivi. Il y a une augmentation de 0,3% par an. 0,3% par an, c'est-à-dire presque rien du tout. Ça rentre du nombre des cancers du sein. C'est-à-dire que ça rentre dans le cadre de l'erreur, c'est tout. Par contre, il y a une diminution de 1,6% par an de la mortalité. Alors, sur la pyramide des âges, est-ce qu'on assiste, comme on nous dit, à un rajeunissement des femmes qui développent un cancer du sein ou pas du tout? Non, parce que les chiffres, c'est-à-dire que le cancer du sein, il existe déjà à partir de 20 ans. De 20 ans, très très rare, et puis ça commence à augmenter 30 ans, 40 ans, il est au maximum à 50 ans, jusqu'à 70 ans. Et à partir de 70 ans, ça commence à diminuer, à descendre. Mais ça existe toujours. Voilà. Par contre, on a découvert que 20% des cancers surviennent chez les femmes de moins de 20 ans. Moins de 50 ans. 20% des cancers surviennent chez les femmes de moins de 50 ans. 20% des cancers du sein? Du sein, oui. Ouais. 20% de 60 000, ça fait pas mal. Ça veut dire que 80% des cancers du sein surviennent après 50 ans? Après 50 ans. Oui, après 50 ans. Mais quand même, les 20, c'est beaucoup. Ça fait 12 000. 12 000 cancers surviennent chez les femmes de moins de 50 ans. Ouais. Et c'est des jeunes femmes. Quand même, c'est beaucoup aussi. Alors, selon les recommandations européennes, le dépistage, il commence à 40 ans. Et en France, à 50 ans. Mais on est en train de faire des études. On a participé à une étude qui s'appelle MyPeps. Et on commence le dépistage personnalisé à partir de 40 ans. On a terminé l'étude, on a inclus 50 000 patientes, 50 000 personnes, et on attend les résultats. Il faut les suivre pendant 4 ans pour savoir s'il vaut la peine de commencer à 40 ans ou non. Ouais. Il faut prouver que c'est bénéfique. Mais alors pourquoi personnaliser? Parce qu'elles sont sélectionnées en fonction de critères de risque. Ça va, là, on va demander à une femme tous ses antécédents personnels, familiaux, etc., etc. Et il y a quatre classes. Les femmes qui sont à très haut risque, on va leur proposer une mammographie tous les ans avec IRM. Les femmes qui sont à risque un peu moins élevé tous les ans, mammographie, écho, et les femmes à moyen risque
tous les 2 ans et les femmes à faible risque tous les 4 ans. Bien comprendre le cancer du sein avec mon invité, le docteur Ahmed Benhamouda, et on parle justement de ces idées reçues qui existent sur le cancer du sein, mais il y a aussi énormément de questions qu'on verra tout à l'heure. On parle toujours du cancer du sein, mais on devrait plutôt dire les cancers du sein. Bien sûr, parce qu'il y a différents types de cancers du sein. Bien sûr, il y a les cancers intracanalaires, canalaires infiltrants, lobulaires infiltrants et d'autres types de cancers. Alors, c'est vrai que certains ont été d'ailleurs popularisés par les réseaux sociaux, des types de cancers du sein. Oui. C'est-à-dire par des influenceuses qui parlent de leur cancer du sein et qui évoquent ce qu'elles vivent. Oui, il y a le cancer triple négatif, c'est lui qui est le plus... c'est le fameux cancer dont tout le monde parle en ce moment. Triple négatif, c'est le plus péjoratif des cancers. C'est-à-dire qu'il est hormonaux, c'est-à-dire hormonaux négatifs, c'est-à-dire les récepteurs hormonaux sont négatifs, soit à la progestérone, soit... Et puis après, il y a aussi qui sont au niveau des récepteurs pour les thérapies ciblées, ils sont négatifs. Et c'est le plus péjoratif. Voilà, c'est un cancer qui est particulièrement difficile à traiter. Exactement. Mais quand même, il y a des très bonnes... on a des très bons résultats quand les personnes se font soigner et se font dépister. On a l'histoire, je ne sais pas si tu es au courant, l'histoire de Anaïs. Anaïs, c'est une jeune fille qui a eu un cancer du sein à 24 ans, triple négatif, BRCA1. Alors BRCA pour tout le monde. C'est-à-dire que c'est génétique. C'est-à-dire on a découvert qu'une mutation de son gène BRCA1, c'est un risque familial qui a été transmis par les parents. Donc c'est vraiment très péjoratif. Et elle s'est battue, elle s'est fait soigner par chirurgie, chimiothérapie, etc. Et puis là, 3 ans après, champion de France de marathon. Et là, elle a fait un film. Et maintenant, actuellement, elle a 32 ans et championne de France et elle est enceinte de 5 mois. C'est une belle histoire quand même. Il y a des belles histoires. Oui, bien sûr, notamment de guérison. Il y a après de dépassement de soi. Ouais. Les jeunes femmes qui découvrent qu'elles ont un cancer, évidemment, elles ne le découvrent pas au cours d'un dépistage organisé. Comment elles le découvrent ? Est-ce qu'il y a des signes, on va dire, avant-coureurs, des symptômes qui doivent alerter les femmes ? C'est pour ça on n'arrête pas de le dire, soit après 50 ans, soit déjà à 20 ans. La femme, normalement, même un homme, il doit connaître son corps. Comme ça, à la moindre modification, elle va voir un médecin. Et d'autant plus, c'est ça. C'est-à-dire, la moindre même l'inspection à l'œil nu, au miroir, la femme, normalement, elle doit regarder ses seins, comment elles sont en état normal. Comme ça, s'il y a une modification, s'il y a une asymétrie, s'il y a un écoulement, s'il y a un mamelon qui change d'orientation ou une apparition de quelque chose, tout de suite, elle va voir le médecin. Toute modification de la morphologie du sein, c'est pour ça qu'il faut connaître bien ses seins. Une fois on les connaît bien, la moindre modification. Il y a beaucoup de femmes, justement, c'est chez les jeunes femmes, elles découvrent elles-mêmes leur anomalie. Et dès qu'elles découvrent une anomalie, elles vont voir le médecin. Et c'est dommage parce que le dépistage, il permet de détecter alors que la femme ne sentait rien du tout. Pas de signes. C'est-à-dire pas de symptômes. Pas de symptômes, pas de signes, rien du tout. Et la maman, elle va détecter. Et là, chez les femmes de moins de 50 ans, parce qu'il n'y a pas de dépistage, donc c'est elles qui vont diagnostiquer. C'est pour ça qu'on les encourage à faire l'autopalpation et à connaître bien leur sein. Il y a ce qu'on appelle le cancer du sein bilatéral, c'est-à-dire qui touche les deux seins. Oui. Quelle est la fréquence de ce type de cancer ? Très peu, très peu. J'ai pas en tête, mais c'est très peu. Très peu. Et c'est dû à quoi ? Au même gène ? Est-ce qu'on arrive à les expliquer, ces cancers ? Alors, des fois, peut-être c'est le même type, des fois deux types différents. Mais c'est rare. C'est rare, c'est très rare. C'est très rare. Ouais. Et finalement, en cas de récidive du cancer du sein, la récidive se fait sur le même sein ? Sur le même sein, des fois contralatéral. Ça dépend.
des fois sur le même sein, des fois contralatéral. C'est pour ça on fait attention aux deux. Alors déjà, on surveille les femmes qui n'ont rien du tout. Alors une femme qui a quelque chose, bien sûr, on surveille les deux. Mais en général, c'est le même. Et surtout ce qu'on appelle la période libre entre le traitement et la rechute. Plus la rechute est lointaine, plus c'est bon. En 35 ans sur le terrain, finalement, qu'est-ce qui a changé, par exemple, dans les traitements? Pour vous, quelle est la plus belle des évolutions en termes de traitement du cancer du sein? En termes de traitement, moi je dirais toujours, c'est-à-dire déjà avant que le dépistage soit mis en route, il n'était pas généralisé, on n'arrêtait pas de dire... C'était il y a 30 ans à peu près? Je me rappelle, j'ai écrit d'ailleurs un article à l'époque, et je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on laisse les tumeurs grandir pour les soigner après? Pourquoi ne pas les chercher à l'état embryonnaire quand elles sont petites? Et heureusement, grâce à M. Chirac, à l'époque, quand il a créé l'Institut national du cancer, il a généralisé le dépistage. On le remercie au nom des femmes. Mais c'est vrai, on a fait beaucoup de progrès au point de vue prise en charge, au point de vue, par exemple, déjà la chirurgie. Avant, à mon époque, une femme qui a un cancer, on enlevait tout le sein. Et on faisait systématiquement le curage ganglionnaire. Pourquoi? Parce qu'on avait peur de laisser une cellule traîner. Donc on enlevait systématiquement tout. Maintenant, en plus, si la femme elle fait une mammographie, on va détecter la tumeur plus petite, on va faire ce qu'on appelle la tumorectomie, on va faire que la tumeur bien sûr élargie, et on va éviter de faire le curage ganglionnaire systématique. Vous savez, les effets secondaires du curage ganglionnaire, les gros bras douloureux, etc. On se souvient de ces gros bras. Bien sûr. Jusqu'à maintenant, elles souffrent, ces dames-là. Ouais. Et maintenant, on fait ce qu'on appelle le ganglion sentinelle, c'est-à-dire on injecte un produit au niveau de la chirurgie de la tumeur, et on va identifier le premier ganglion sentinelle et on va l'enlever. On va l'analyser au microscope alors que la femme elle est sur le lit de chirurgie. On va l'analyser. S'il n'est pas touché, on ne fait pas le curage ganglionnaire. S'il est touché, on fait le curage ganglionnaire. Donc on va éviter à beaucoup de femmes le curage ganglionnaire. Et ça, c'est une avancée énorme. C'est une avancée énorme de la chirurgie. C'est extraordinaire. Alors vous savez que l'épigénétique, c'est mon truc. Oui. Quel est l'impact de l'épigénétique sur les cancers du sein? Est-ce qu'il y a, là, parce que je vous disais, est-ce qu'il y a, on va dire, une explosion des cancers du sein qui sont dus à la façon dont nous vivons aujourd'hui, de ce que nous mangeons, de ce que nous portons? Alors déjà la définition de l'épigénétique. L'épigénétique, c'est quoi? Il y a dans notre corps ce qu'on appelle des micro-ADN qui se baladent dans le corps, et c'est eux qui vont être influencés par notre comportement et qui vont influencer l'expression des gènes. C'est-à-dire que notre comportement, la façon de manger, l'activité physique, il y a l'activité physique, l'alimentation, bien gérer son stress, c'est hyper important. Bien gérer, avoir un réseau familial et amical et faire ce qui nous fait plaisir, ces 5 choses, ils vont influencer notre expression des gènes. Donc l'épigénétique, c'est notre comportement qui va influencer l'apparition ou non, ou l'expression des gènes. Voilà, c'est ça l'épigénétique, c'est une nouvelle science. Ouais. Ils ont eu beaucoup de... D'ailleurs, même cette année, le prix Nobel, c'est 2 personnes qui travaillent dans l'épigénétique. Et finalement, donc l'impact de l'épigénétique sur les cancers du sein, est-ce qu'il est mesuré aujourd'hui? Non, pas encore. Non, pas encore. Ça rentre dans la prévention. Et la prévention, on le dit, tabac, alcool, tout ce que vous connaissez, tabac, mais alcool. Mais tabac, alcool, ça fait oui, mais quand même, le tabac... C'est des messages qu'on dit depuis 30 ans. Oui, mais Philippe, jusqu'à maintenant, 75 000 morts par an dus au tabac. 28 000 dus à l'alcool, quand même. C'est beaucoup. Jusqu'à maintenant, on est en stagne. 75 000 décès par an. Alors que le cancer du sein, c'est 12 000 décès. Alors, il y a une idée qui circule, c'est que l'allaitement protégerait du cancer du sein. Très peu. Vous avez vu tout à l'heure, j'ai montré les films. Vous m'avez montré les chiffres tout à l'heure, et j'ai été surpris parce que c'est une idée qui circule, que l'allaitement protégerait du... 0,5%. 0,5% des femmes qui ont un cancer du sein, c'est dû parce qu'elles ont allaité. Mais moi, je ne dirais pas ça, je dirais au contraire, les femmes qui déjà, il ne faut pas culpabiliser les femmes qui n'allaitent pas.
D'accord ? Encourager les femmes qui allaitent. Pourquoi ? Parce qu'il y a un bénéfice tout de suite. Et même l'allaitement, ils ne sont pas tous d'accord avec eux. Les médecins ne sont pas... Les radiologues, ils disent, une femme qui a allaité, ça veut dire que le sang est passé par les seins, il y a des microcalcifications. Une femme qui a des microcalcifications, c'est un facteur de risque de cancer. Et puis il y a d'autres, ils disent protecteur. Donc même les médecins, ils ne sont pas d'accord entre eux. Et moi, ma position, c'est de conseiller les femmes d'allaiter, parce que déjà, il y a un bénéfice énorme pour l'enfant, pour la femme. Il n'y a rien qui remplace le lait maternel. Déjà, l'amour, c'est extraordinaire. Et puis, protection. Alors, c'est vrai qu'on a un mois pendant lequel on parle beaucoup du cancer du sein. Quel est l'intérêt aujourd'hui pour celles qui nous écoutent de se faire dépister ? Alors, premièrement, c'est gratuit, pris en charge 100%. Deuxièmement, ça fait pas mal, c'est un tout petit peu gênant et ça dure pas longtemps. Troisièmement, même s'il y a quelque chose, et attendez, sur 1000 femmes, il n'y a que 8 cancers. C'est beaucoup, mais très peu de chances que ça soit positif. Et même si c'est positif pour ces 8 pour 1000 qui sont dépistés, il y a à peu près 90% de guérison. Voilà les arguments que je donne aux femmes qui ne se font pas dépister. Et si vous n'avez pas reçu votre invitation et que vous avez entre 50 et 74 ans, vous pouvez appeler votre centre de sécurité sociale. Oui. Et pour les femmes qui sont moins de 50 ans, entre 20 et 50 ans, premièrement, selon les recommandations de l'INCa, un examen clinique par un médecin généraliste, gynéco ou sage-femme, et l'autopalpation, quand vous prenez, c'est-à-dire découvrir son corps, connaître bien son corps, comme ça, s'il y a moindre anomalie, il faut alerter le médecin. Le docteur Ahmed Benhamouda a été notre invité aujourd'hui. Vous réécouterez l'émission en podcast sur beurrefm.net et sur les plateformes qui reprennent l'émission, et vous verrez cette vidéo sur la chaîne YouTube de Beurre FM. Bonjour et merci d'avoir été avec nous. Merci Philippe, voilà, c'est un plaisir. Spéciale dédicace à ceux qui nous écoutent à Rouen aujourd'hui, Seine-Maritime. Et passez une très belle journée santé sur Beurre FM.